Chapitre 66. Je revins de chez Leuven, serrant mon billet dans ma poche. Avec la possibilité de m'en procurer un autre, je ne l'eusse pas donné pour 500 francs. D'ailleurs, j'étais tout fier d'aller au Théâtre-Français avec un billet signé Talma. Nous déjeunâmes. De Leuven faisait de grandes difficultés pour venir au spectacle. Il avait un rendez-vous avec Scribe, un rendez-vous avec Théolon, un rendez-vous avec je ne sais plus quelle autre célébrité encore dans la soirée. Son père haussa les épaules et de Leuven n'objecta plus rien. Il fut convenu que nous irions ensemble au Français. Seulement, comme je voulais voir le musée, le jardin des plantes et le Luxembourg, il me donna rendez-vous à 7 heures au Café du Roi. Le Café du Roi faisait le coin de la rue de Richelieu et de la rue Saint-Honoré. Nous aurons à en parler longuement plus tard. Après le déjeuner, je pris ma course en commençant par le musée. À 6 heures, j'avais accompli à pied la tournée du Provincial, c'est-à-dire qu'entré dans les Tuileries par la grille de la rue de la Paix, j'avais passé sous la voûte, visité le musée, suivi les quais, fait le tour extérieur et intérieur de Notre-Dame, fait grimper Martin à son arbre, et avec mon titre d'étranger, qu'un aveugle ou un mal intentionné pouvait seul me contester, j'avais forcé la porte du Luxembourg. À 6 heures, je rentrai à l'hôtel où je retrouvai Paillet. Nous dînâmes fort bien, ma foi. Notre hôte était un homme de conscience, et il nous donna en potage, en filet aux olives, en roast-beef et en pommes de terre à la maître d'hôtel, la valeur de 2 lièvres et de 4 perdrix que nous absorbions sous d'autres formes. J'insistais inutilement pour faire venir Paillet au Français avec nous. Paillet était un ancien second clerc parisien, il avait des amis, ou même encore peut-être des amis d'autrefois à revoir. Il refusa l'offre, si pressante qu'elle fût, et je partis pour le Café du Roi, ne comprenant pas qu'on eût quelque chose de plus pressé à faire que de voir Talma, et, si on l'avait vu, que de le revoir. J'arrivai au rendez-vous quelques instants avant Adolphe. Paillet avait prévu que j'aurais peut-être à faire quelques dépenses indispensables. Il avait généreusement tiré 3 francs de la bourse commune et me les avait donnés. C'était 20 francs 50 centimes qui restaient à la masse. J'entrai au Café du Roi et je m'assis à une table. Je calculais ce qui pourrait me coûter de moins cher à prendre. Je pensais que ce serait un petit verre, et comme pour avoir le droit d'attendre, il fallait, à moins d'être un habitué de l'établissement, demander quelque chose, je demandai un verre d'eau-de-vie. Or, jamais je n'ai pu boire une goutte de cette abominable liqueur. Seulement, forcé de demander, je n'étais pas forcé de boire. À peine étais-je assis que je vis un des habitués, et je jugeai que c'était un habitué, attendu que je ne vis absolument rien sur la table devant laquelle il était assis lui-même, se lever et venir à moi. Je jetai un cri d'étonnement et de joie, c'était Lafarge. Mais Lafarge ayant fait un pas de plus encore vers la misère, Lafarge avec une redingote luisante au coude, un pantalon luisant aux genoux. « Ah ça, mais je ne me trompe pas, c'est bien vous, me dit-il. » « C'est parfaitement moi, asseyez-vous donc là. Volontiers, demandez un second petit verre. Pour vous ? Oui. Prenez le mien, mon cher, je ne bois jamais d'eau-de-vie. Pourquoi donc en avoir demandé, alors ? Mais parce que je ne voulais pas attendre Adolphe ici sans demander quelque chose. Adolphe va venir ? Oui, nous allons ensemble voir Scylla. Comment, vous allez voir cette ordure-là ? Une ordure, Scylla, mais c'est un énorme succès. Ouais, succès de perruque. Succès de perruque, répétai-je sans comprendre. Sans doute, ôter à Scylla la mèche de Napoléon, et la pièce n'allait pas jusqu'à la fin. Mais il me semble cependant que M. de Jouy est un grand poète. Oh, pour la province, c'est possible, mon cher, mais ici, nous sommes à Paris, et nous voyons la chose autrement. Si je n'ai pas un grand poète, c'est au moins un homme d'infiniment d'esprit. Oui, peut-être avait-il de l'esprit sous l'Empire, mais vous comprenez, mon cher, l'esprit de 1809 n'est pas l'esprit de 1822. Je croyais cependant que l'ermite de la chaussée d'Antin avait été fait sous la Restauration. Oui, certainement, mais vous vous figurez donc que l'ermite de la chaussée d'Antin était de M. de Jouy ?
Et sans doute, puisque c'est signé de lui. Oh, la belle raison. Et de qui est-ce donc? Pardieu, c'est de Merle. Qu'est-ce que Merle? Tenez, c'est ce monsieur que vous voyez là-bas avec une grande redingote et un chapeau à large bord. Il a 10 fois plus d'esprit que monsieur de Jouy. Mais alors, s'il a 10 fois l'esprit de monsieur de Jouy, pourquoi n'a-t-il pas le quart de sa réputation? Ah, parce que, voyez-vous, mon cher, la réputation, vous saurez cela plus tard, ce n'est ni l'esprit ni le talent qui le font, ce sont les coteries. Ah, demandez donc du sucre, l'eau-de-vie me fait mal quand je la bois pure. Garçon, du sucre. Mais si l'eau-de-vie vous fait mal, pourquoi en buvez-vous? Ah, que voulez-vous, dit Lafarge, quand on passe sa vie au café, il faut bien boire quelque chose. Vous passez donc votre vie au café? À peu près, c'est là que je travaille le mieux, au milieu du bruit et des conversations. J'y suis habitué, Théolon travaille comme ça, Francis travaille comme ça, Rochefort travaille comme cela, nous travaillons tous comme cela, n'est-ce pas, Théolon? Un homme de 30 à 35 ans qui écrivait avec rapidité sur papier grand format quelque chose qui semblait être du dialogue, leva à cette interpellation sa tête pâle, rougit aux pommettes, et jeta sur nous un regard bienveillant. Oui, quoi? Demanda-t-il. Ah, c'est vous, Lafarge. Bonsoir. Et il se remit à travailler. C'est Toléon? Demandai-je. Oui, voilà un homme d'esprit et de facilité. Mais seulement il gaspille son esprit, il abuse de sa facilité. Savez-vous ce qu'il fait là? Non. Il fait une comédie en 5 actes, en vers. Comment? Il fait des vers ici, au café? Ah, d'abord, ici, mon cher, ce n'est pas un café, c'est une espèce de club littéraire. Tous ceux que vous voyez là sont des auteurs ou des journalistes. En effet, dis-je à Lafarge, je n'ai jamais vu un café où l'on consomme si peu et où l'on écrive tant. Diable, vous vous formez, c'est presque un mot que vous venez de faire là, savez-vous? Eh bien, en faveur du presque mot que je viens de faire, nommez-moi quelques-uns de ces messieurs. Oh, mon cher, ce serait inutile. Il faut être parisien pour connaître certaines réputations toutes parisiennes. Mais je vous assure, mon cher Auguste, qu'à cet endroit-là, je ne suis pas aussi provincial que vous le croyez. Connaissez-vous Rochefort? Oui, n'a-t-il pas fait de très jolies chansons et 2 ou 3 vaudevilles qui ont eu du succès? Justement, eh bien, c'est ce grand maigre qui joue au domino. Ah, les 2 joueurs sont aussi maigres l'un que l'autre. Ah, c'est vrai, c'est celui dont la figure joue toujours et ne gagne jamais. Un tic habituel à Rochefort motivait cette plaisanterie de la part de son ami Lafarge. J'ai dit motivait et non pas excusait. Et celui qui fait la partie, c'est Ferdinand Langlais. Ah, l'amant de la petite Fleurier? L'amant de la petite Fleurier? En vérité, vous dites cela comme un Parisien? Qui donc vous a si bien renseigné? Parbleu, Adolphe, mais il me semble qu'il ne vient pas vite. Vous êtes donc bien pressé? Diable, il me semble que c'est tout naturel, je n'ai jamais vu Talma. Eh bien, mon cher, hâtez-vous de le voir. Pourquoi cela? Parce qu'il s'avachit horriblement. Comment il s'avachit? Qu'entendez-vous par là? Oh, je veux dire qu'il vieillit, qu'il s'encroute. Ah ça, mais les journaux disent qu'il n'a jamais été plus jeune de talent, qu'il n'a jamais été plus beau de physionomie. Vous croyez donc à ce que disent les journaux? Dame. Ah, vous en ferez un jour, mon cher, du journalisme. Eh bien, après? Eh bien, quand vous en ferez, vous verrez comment cela se fait. Et vous ne croirez plus à ce que disent les journaux, voilà tout. En ce moment, la porte s'ouvrit et Adolphe passa la tête. « Ah, vite, vite, dit-il, si nous ne nous pressons pas, nous trouverons la toile levée. »« Ah, c'est vous, enfin !» Je m'élançai vers Adolphe. « Ah, vous oubliez de payer, me dit Lafarge. »« Ah, c'est vrai. Garçon, combien ? » ?»« Un petit verre 4 sous, 6 sous de sucre, 10. » Je tirai 10 sous de ma poche et les jetai sur la table, et puis, allégé de 50 centimes, je me précipitai hors du café. « Vous étiez avec Lafarge, me dit Adolphe. »« Oui, mais qu'a-t-il donc ?»« Comment qu'a-t-il ? Il m'a dit que M. de Jouy était un crétin et Talma un Cassandre. »
Pauvre Lafarge, me dit Adolphe, il n'avait peut-être pas dîné. Pas dîné, en est-il donc réduit là? À peu près. Ah, dis-je, voilà qui explique bien des choses. Messieurs de Jouy et Talma dînent tous les jours, et ce malheureux Lafarge ne peut pas leur pardonner cela. Hélas, que j'ai vu de critiques depuis qui, comme Lafarge, ne pouvaient pardonner à ceux qui dînaient. Moi, j'avais dîné, et même très bien, de sorte que j'avais au moins autant d'indulgence dans l'estomac que de curiosité dans l'esprit. Nous entrâmes. La salle était comble, quoique la pièce en fût à quelque chose comme sa 8e représentation. Nous eûmes une peine horrible à nous placer. Nos places n'étaient pas numérotées. Adolphe donna royalement 40 sous à l'ouvreuse, qui se démena si bien qu'elle nous trouva, au milieu de l'orchestre, un vide où nous nous glissâmes comme deux coins dont nous avions à peu près la forme et le moelleux. Il était temps, comme me l'avait dit Adolphe, à peine étions-nous placés qu'on leva la toile. Il est étrange, n'est-ce pas, que je vienne parler de Sylla au public de 1851. Qu'est-ce que Sylla? Va me dire toute une génération. Oh, Hugo, comme tes vers sur Canaris sont vrais, comme ils me reviennent à la mémoire, comme malgré moi, ils coulent sous ma plume. Canaris, Canaris, nous t'avons oublié, lorsque sur un héros le temps s'est replié, quand ce sublime acteur a fait pleurer de rire et qu'il a dit le mot que Dieu lui donne à dire, quand venus au hasard des révolutions, les grands hommes ont fait leurs grandes actions, qu'ils ont jeté leur lustre étincelant ou sombre, et qu'ils sont pas à pas redescendus de l'ombre, leur nom s'éteint aussi, tout est vain, tout est vain. Et jusqu'à ce qu'un jour le poète divin qui peut créer un monde avec une parole les prenne et leur rallume au front une auréole, nul ne se souvient d'eux, et la foule aux sans voix, qui rien qu'en les voyant hurlait dès autrefois, hélas, si par hasard devant elle on les nomme, interroge et s'étonne et dit « Quel est cet homme ?» Non, c'est vrai, monsieur de Jouy n'était ni un héros, quoiqu'il se fût bravement battu dans l'Inde, ni un grand homme, quoiqu'il eût fait l'ermite de la Chaussée-d'Antin et Sylla, mais monsieur de Jouy était un homme d'esprit, mieux encore un homme de talent. C'était ma conviction alors. 30 ans se sont écoulés depuis cette soirée où j'ai vu Talma apparaître à mes yeux sur la scène. Je viens de relire Sylla, et c'est mon opinion aujourd'hui. Sans doute, M. de Jouy avait habilement tiré parti et de la ressemblance historique et de la ressemblance physique. L'abdication de Sylla rappelait l'abdication de l'empereur, la tête de Talma, le masque de Napoléon. Sans doute, le succès d'enthousiasme qu'obtint l'ouvrage fut là. Ces 100 représentations eurent leur source là. Mais il y avait quelque chose derrière le masque de l'acteur et l'allusion de la tragédie. Il y avait de beaux vers, de grandes situations, un dénouement audacieux de simplicité. Je sais bien que souvent les beaux vers d'une époque ne sont pas les beaux vers d'une autre, on le dit du moins, mais ce sont de beaux vers de tous les temps, les 4 vers que le poète met dans la bouche de Roscus, ce Talma des derniers jours de Rome, et qui eût pu voir tomber la République romaine comme Talma avait vu tomber la République française. Ah, puisse la nature épargner aux Romains ces sublimes esprits au-dessus des humains. Trop de mots, trop de pleurs attestent le passage de ces astres brûlants nés au sein de l'orage. Ce sont de beaux vers encore, les vers que le proscripteur, arrêtant de sa main puissante la proscription qui va toucher César, répond à Ophéla quand Ophéla lui dit « Oserais-je à mon tour demander à Sylla quel pouvoir inconnu, quelle ombre protectrice peut dérober César à sa lente justice ?» Sylla. J'ai pesé comme vous ses vices et ses vertus, et mon œil dans César voit plus d'un Marius. Je sais de quel espoir son jeune orgueil s'enivre, mais Pompée est vivant, César aussi doit vivre. Parmi tous ces Romains à mon pouvoir soumis, je n'ai plus de rivaux, j'ai besoin d'ennemis fiers, libres, dont la seule présence atteste mon génie ainsi que ma puissance. L'histoire à Marius pourrait m'associer, César aura vécu pour me justifier. Quand je vis Talma entrer en scène, je jetai un cri de surprise.
Oh oui, c'était bien le masque sombre de l'homme que j'avais vu passer dans sa voiture, la tête inclinée sur sa poitrine, 8 jours avant Ligny, et que j'avais vu revenir le lendemain de Waterloo. Beaucoup ont essayé depuis, avec le prestige de l'uniforme vert, de la redingote grise et du petit chapeau, de reproduire cette médaille antique, ce bronze moitié grec, moitié romain. Mais nul, ô Talma, n'a eu ton œil plein d'éclairs, avec cette calme et sereine physionomie sur laquelle la perte d'un trône et la mort de 30 000 hommes n'avaient pu imprimer un regret ni la trace d'un remords. Qui n'a pas vu Talma ne saurait se figurer ce que c'était que Talma. C'était la réunion de 3 suprêmes qualités que je n'ai jamais retrouvées depuis dans un même homme, la simplicité, la force et la poésie. Il était impossible d'être plus beau de la vraie beauté d'un acteur, c'est-à-dire de cette beauté qui n'a rien de personnel à l'homme, mais qui change selon le héros qu'il est appelé à représenter. Il est impossible, dis-je, d'être plus beau de cette beauté-là que ne l'était Talma, mélancolique dans Oreste, terrible dans Néron, hideux dans Gloucester. Il avait une voix, un regard, des gestes pour chaque personnage. Les acteurs se plaignent que rien d'eux ne survit à eux-mêmes. Ô Talma, j'étais un enfant lorsque, dans cette solennelle soirée où je vous voyais pour la première fois, vous entrâtes en scène, ouvrant du geste cette haie de sénateurs, vos clients. Eh bien, de cette première scène, pas un de vos gestes ne s'est effacé, pas une de vos intonations ne s'est perdue. Ô Talma, je vous vois encore à ces 4 vers de Catilina, sur d'obscurs criminels qui épargnent ta clémence, je me tais, mais mon zèle éclaire ma prudence. Le nom de Claudius sur la liste est omis, c'est le plus dangereux de tous tes ennemis. Je vous vois encore, Talma, et puisse votre grande ombre m'entendre et tressaillir de joie de n'être pas oublié. Je vous vois encore franchir lentement, le sourire de l'ironie aux lèvres, la distance qui vous séparait de l'accusateur. Je vous vois encore lui poser la main sur l'épaule, et drapé comme la plus belle statue d'Herculanum et de Pompéi, je vous entends lui dire de cette voix vibrante qui va chercher les fibres les plus secrètes du cœur. Je n'examine pas si ta haine enhardie poursuit dans Claudius l'époux de Valérie, et si Catalina, par cet avis fatal, prétend servir ma cause ou punir un rival. Ô Talma, comment cette parole incisive et sonore à la fois n'a-t-elle pas germé dans le cœur de quelques-uns de ceux qui vous entouraient? C'étaient donc des terres bien ingrates et bien desséchées que celles que cette époque antipoétique qu'on appelle l'Empire vous avait laissées à défricher, pour que, vous abattus, il n'ait rien poussé de grand, de large, de touffu sur cet espace que vous avez pendant 30 ans foulé avec la sandale romaine ou le cothurne grec. Ou bien est-ce que l'ombre du génie, dans son absorbante puissance, est mortelle comme celle de Lupas ou du Manquénilier? Je voudrais pouvoir suivre jusqu'au bout, et ce serait un hommage rendu à ce prodigieux talent, je voudrais pouvoir suivre Talma dans le double développement de la création et des détails du rôle de Sylla. Mais à quoi bon? Qui s'occupe de pareilles choses aujourd'hui? Qui s'amuse à chercher dans son souvenir, 30 ans après qu'elle est éteinte, l'intonation avec laquelle un grand acteur disait tel vers, tel hémistiche, tel mot? Qu'importe à M. Guizard, à M. Léon Fauché, au président de la République, de quelle façon Talma répondait à Lénas envoyé par le peuple romain pour savoir de Sylla le chiffre des condamnés et lui demandant combien en proscris-tu, Sylla? Qu'importe à ces messieurs de savoir de quelle façon Talma répondait « Je ne sais pas ». C'est tout au plus s'ils se souviennent de l'intonation avec laquelle monsieur le général Cavaignac a prononcé ces 4 mêmes mots quand on lui a demandé combien il envoyait son jugement de transporter hors de France. Et cependant, à l'heure où j'écris, il n'y a que 2 ans que le dictateur de 1848 a prononcé ces 4 mots qui méritent bien de tenir dans l'histoire leur place près de ceux de Sylla. Mais après avoir été tour à tour simple, grand, magnifique, où Talma était réellement sublime, c'était dans la scène de l'abdication. Cette abdication de Sylla rappelait, il est vrai, celle de Fontainebleau,
Et nous le répétons, nous ne doutons pas que sur la partie vulgaire du public, cette ressemblance entre le dictateur moderne et le dictateur antique n'ait produit un immense effet. C'était l'avis aussi de la censure de 1821 qui coupait ces vers, dans lesquels elle croyait reconnaître tour à tour Bonaparte premier consul et Napoléon empereur. Voici pour Bonaparte. C'était trop peu pour moi des lauriers de la guerre, je voulais une gloire, et plus rare et plus chère. Rome en proie aux fureurs des partis triomphants, mourante sous les coups de ses propres enfants, invoquait à la fois mon bras et mon génie, je me fis dictateur, je sauvai la patrie. Voici pour Napoléon. J'ai gouverné le monde à mes ordres soumis, et j'impose silence à tous mes ennemis. Leur haine ne saurait atteindre ma mémoire, j'ai mis entre eux et moi l'abîme de ma gloire. Quand on relit au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, au bout de 30 ans, les vers qu'a défendus la censure, ou même les pièces qu'elle a supprimées, on est toujours émerveillé de la stupidité des gouvernements, qui, aussitôt qu'une révolution a tranché les 7 têtes de ces tigres littéraires, s'empressent de les ramasser et de les recoudre au tronc qui faisait semblant d'être mort, mais qui se gardait bien de mourir. Comme si la censure avait jamais empêché un des ouvrages qu'elle a proscrit d'être joué. Comme si la censure avait pu étouffer Tartuffe, Mahomet, le mariage de Figaro, Charles IX, Pinto, Marion Delorme et Antony. Non, quand une de ces œuvres vivaces est repoussée du théâtre où sa place est marquée, elle l'attend, debout et calme, que ceux qui l'ont proscrite tombent ou meurent, et quand ils sont tombés ou morts, quand elle voit ses persécuteurs rouler du trône ou descendre dans la tombe, elle, la fille immortelle et sereine du génie, elle entre, souveraine et géante, dans l'enceinte où l'avaient proscrite les nains qui ont disparu, et repousse du pied leur couronne oubliée qu'elle trouve trop étroite pour sa tête. La toile tomba au milieu d'immenses bravos. J'étais étourdi, ébloui, fasciné. Adolphe me proposa d'aller remercier Talma dans sa loge. Je le suivis à travers cet inextricable dédale de corridors qui se tordent dans l'intérieur du théâtre français et qui aujourd'hui n'ont malheureusement plus de terres australes pour moi. Jamais client à la porte du véritable Sylla n'a senti battre son cœur de battements plus vifs et plus multipliés que moi à la porte de celui qui venait de le représenter. Deleven poussa cette porte, la loge du grand artiste s'ouvrit, elle était pleine d'hommes que je ne connaissais pas et qui tous avaient un nom ou devaient en avoir un. C'était Casimir de Lavigne qui achevait les dernières scènes de l'école des vieillards. C'était Lucien Arnauld qui venait de faire jouer son Régulus. C'était Soumet, encore tout fier de son double succès de Saül et de Clytemnestre. C'était Népomucène le Mercier, ce boudeur paralysé dont le talent était estropié comme le corps, qui de son côté sain faisait Agamemnon, Pinto, Frédégonde, et de son côté malade, Christophe Colomb, la Panhypocrisiade, Caïnca. C'était Delrieux, poursuivant depuis 1809 la reprise d'Artaxerxès. C'était Viennet, dont les tragédies faisaient 15 ou 20 ans du bruit dans les cartons pour aller vivre, agoniser et mourir en une semaine, pareil à ce Gordien dont le règne dura 2 heures et le supplice 3 jours. C'était enfin le héros de la soirée, Monsieur de Jouy, avec sa grande taille, sa belle tête blanchie, ses yeux à la fois spirituels et bienveillants, et au milieu de tous, Talma, avec sa simple robe blanche, dont il venait de dépouiller la pourpre, sa tête, dont il venait d'enlever la couronne, et ses 2 mains gracieuses et blanches avec lesquelles il venait de briser la palme du dictateur. Je restais à la porte, bien humble, bien rougissant. Talma, dit Adolphe, c'est nous qui venons vous remercier. Talma me chercha des yeux et clignant les paupières, il m'aperçut contre la porte. « Ah, dit-il, avancez donc. » Je fis 2 pas vers lui. « Eh bien, dit-il, monsieur le poète, êtes-vous content ?»« Je suis mieux que cela, monsieur, je suis émerveillé. »« Eh bien, il faut revenir me voir et me redemander d'autres places. »« Hélas, monsieur Talma, je quitte Paris demain ou après-demain ou plus tard.
Ah, c'est fâcheux, vous m'auriez vu dans Régulus. Vous savez que j'ai fait mettre au répertoire Régulus pour après-demain, Lucien? Oui, je vous remercie, dit Lucien. Comment vous ne pouvez pas rester jusqu'à après-demain au soir? Impossible, il faut que je retourne en province. Que faites-vous en province? Je n'ose pas vous le dire, je suis clerc de notaire. Et je poussai un profond soupir. Bah, dit Talma, il ne faut pas désespérer pour cela. Corneille était clerc de procureur. Messieurs, je vous présente un futur Corneille. Je rougis jusqu'aux yeux. Ah, touchez-moi le front, dis-je à Talma, cela me portera bonheur. Talma me posa la main sur la tête. Allons, soit, dit-il, Alexandre Dumas, je te baptise poète au nom de Shakespeare, de Corneille et de Schiller. Retourne en province, rentre dans ton étude, et si tu as véritablement la vocation, l'ange de la poésie saura bien aller te chercher où tu seras, t'enlever par les cheveux, comme le prophète Habacuc, et t'apporter là où tu auras affaire. Je pris la main de Talma que je cherchais à baiser. « Allons, allons, dit-il, ce garçon-là a de l'enthousiasme, on en fera quelque chose. » Et il me secoua cordialement la main. Je n'avais plus rien à faire là. Une plus longue station dans cette loge pleine de célébrités eût été embarrassante et ridicule. Je fis un signe à Adolphe et nous sortîmes. Ah, j'aurais volontiers sauté au cou d'Adolphe dans le corridor. Ah oui, oui, lui dis-je, soyez tranquille, je viendrai à Paris, je vous en réponds. Nous descendîmes par le petit escalier tournant, condamné aujourd'hui. Nous sortîmes par le corridor noir, nous longeâmes la galerie de Nemours et nous nous trouvâmes sur la place du Palais Royal. Là, maintenant, dit Adolphe, vous savez votre chemin. La rue Croix des Petits Champs, la rue Coquillière, la rue des Vieux Augustins. Bon, je vous quitte, il est tard, et il y a loin d'ici à la rue Pigalle. À propos, vous savez, nous déjeunons à 10 heures et nous dînons à 5. Et Adolphe tourna le coin de la rue de Richelieu et disparut. Il était tard, en effet, tout était éteint, et quelques rares passants attardés traversaient la place du Palais Royal. Quoi qu'en eût dit Adolphe, je ne savais pas du tout mon chemin. Aussi fus-je très embarrassé quand je me trouvai seul. Et puis, il faut bien que je l'avoue, j'étais assez inquiet de me trouver dans les rues de Paris à une heure si avancée. J'avais entendu raconter une foule d'attaques nocturnes, de vols et d'assassinats, et avec mes 50 sous dans ma poche, je tremblais d'être dévalisé. Il y eut alors dans mon âme un combat entre le courage et la crainte. La crainte l'emporta. J'appelai un fiacre. Le fiacre vint à moi, j'ouvris la portière. Monsieur sait qu'il est minuit passé, me demanda le cocher. Parbleu, si je le sais, répondis-je. Et tout bas, c'est bien pour cela que je prends un fiacre, ajoutai-je. Où va notre bourgeois? Rue des Vieux Augustins, hôtel des Vieux Augustins. Hein? Fit le cocher. Je répétais. Monsieur est bien sûr que c'est là qu'il veut aller? Parbleu. Et fouettant ses chevaux, en même temps qu'il faisait entendre ce roulement de la langue familier au cocher, il mit ses cheveux au galop. 20 secondes après, il s'arrêta, descendit de son siège et vint m'ouvrir la portière. « Eh bien, lui demandai-je. Eh bien, nous sommes arrivés, notre bourgeois, rue des Saints-Augustins, hôtel des Vieux Augustins. » Je levai le nez et reconnus en effet la maison. Je compris alors l'étonnement du cocher en voyant un grand gaillard de 20 ans, qui ne paraissait nullement paralysé, prendre un fiacre à la place du Palais Royal pour aller rue des Vieux Augustins. Mais comme il eût été trop ridicule d'avouer que j'ignorais la distance qui séparait les deux localités, « C'est bien, dis-je d'une voix ferme, combien vous dois-je ?»« Oh, que vous le savez bien, notre bourgeois. »« Si je le savais, je ne le demanderais pas. » « C'est 50 sous, quoi. »« 50 sous » m'écriai-je, désespéré d'avoir fait si inutilement pareille dépense. « Dame, notre bourgeois, c'est le tarif. » 50 sous pour venir du Palais Royal ici. J'ai prévenu monsieur qu'il était minuit passé. Tenez, dis-je, voilà vos 50 sous. Est-ce qu'il n'y a rien pour boire, notre bourgeois? Je fis un mouvement pour étrangler le misérable, mais il était fort et vigoureux. Je réfléchis que ce serait peut-être lui qui m'étranglerait, et je m'arrêtai.
Je sonnai, la porte s'ouvrit et je rentrai. J'avais un profond remords d'avoir dilapidé mon argent, surtout en songeant que, Paillet n'eût-il rien dépensé de son côté, il ne nous restait plus que 20 francs 50 centimes. Paillet avait été à l'opéra et avait dépensé 8 francs 10 sous. Il nous restait 12 francs. Nous nous regardâmes avec une certaine inquiétude. « Écoute, me dit-il, tu as vu Talma, moi j'ai entendu la lampe merveilleuse. C'est tout ce que tu désirais voir, c'est tout ce que je désirais entendre. Si tu m'en crois, au lieu de partir après-demain, nous partirons demain. » C'est justement ce que j'allais te proposer. Eh bien, ne perdons pas de temps, il est 1 heure du matin, dormons le plus possible jusqu'à 6 heures, mettons-nous en route à 7 et allons coucher, si nous pouvons, à Nanteuil. Bonsoir. Bonsoir. Un quart d'heure après, nous dormions à qui mieux mieux. Le lendemain, ou plutôt le même jour, à 8 heures, nous avions dépassé la Villette. À 3 heures, nous dînions à Dammartin, dans les mêmes conditions que nous y avions déjeuné. À 7 heures, nous soupions à Nanteuil, et le mercredi, à 1 heure, chargés de 2 lièvres et de 6 perdrix, résultat des économies que nous avions faites sur notre chasse de la veille et du jour, nous entrions à Crépy en donnant nos derniers 20 sous à un pauvre. Nous nous séparâmes, Paillet et moi, à l'entrée de la Grand-Place. Je rentrai chez maître Lefebvre par l'allée et je montai à ma chambre pour faire un changement de toilette. Par la fenêtre, j'appelai Pierre et lui demandai des nouvelles de monsieur Lefebvre. Monsieur Lefebvre était revenu dans la nuit. Je donnai mon gibier à la cuisinière, je rentrai dans l'étude et je me glissai à ma place. Mes 3 compagnons d'étude étaient chacun à la sienne. Personne ne me demanda rien, on crut que je venais de faire une de mes excursions habituelles, mais que seulement cette excursion s'était prolongée un peu au-delà des limites ordinaires. Je m'informai si M. Lefebvre avait fait quelques questions à mon endroit. M. Lefebvre avait demandé où j'étais. Ces messieurs lui avaient répondu qu'ils l'ignoraient, et tout s'était borné là. Je tirai ma besogne de mon pupitre et je me mis à travailler. Quelques instants après, M. Lefebvre parut. Il alla au maître Clerc, lui donna quelques instructions et rentra dans son cabinet sans même avoir paru remarquer ma présence, ce qui me fit croire qu'il avait fort remarqué mon absence. L'heure du dîner arriva. Nous nous mîmes à table. Tout se passa comme d'habitude. Seulement, après le dîner, comme je me levai pour me retirer, « Monsieur Dumas, me dit monsieur Lefebvre, je voudrais causer un instant avec vous. » Je compris que l'orage approchait et je résolus de tenir ferme. « Volontiers, monsieur, répondis-je. » Le maître Clerc et le Saute-Ruisseau, qui partageaient avec moi la table du patron, se retirèrent discrètement. Monsieur Lefebvre m'indiqua une chaise en face de son fauteuil, de l'autre côté de la cheminée. Je m'assis. Alors M. Lefebvre releva la tête comme un cheval fait sous la martingale, mouvement qui lui était habituel, croisa sa jambe droite sur sa jambe gauche, secoua cette jambe jusqu'à ce que la pantoufle tombât, prit la tabatière d'or, y huma une pincée de poudre, la respira majestueusement, puis avec une voix d'autant plus menaçante qu'elle avait une certaine douceur, « Monsieur Dumas, dit-il en grattant son pied droit avec sa main gauche, ce qui était son habitude la plus chérie, « Monsieur Dumas, avez-vous quelques idées de mécanique ?»« Non, en théorie, monsieur, oui, en pratique. »« Eh bien, cela suffira pour que vous compreniez ma démonstration. »« J'écoute, monsieur. » Monsieur Dumas, pour qu'une machine, quelle qu'elle soit, fonctionne régulièrement, il faut qu'aucun de ses rouages ne s'arrête. C'est évident, monsieur. Eh bien, monsieur Dumas, je ne vous en dis pas davantage. Je suis le mécanicien, vous êtes une des roues de la machine. Voilà 2 jours que vous vous êtes arrêté, et voilà par conséquent 2 jours que votre coopération individuelle manque au mouvement général. Je me levai. « Très bien, monsieur, lui dis-je. Au reste, ajouta M. Lefebvre d'un ton un peu moins dogmatique, l'avertissement n'est que provisoire. Vous êtes trop bon, monsieur, je le prends, moi, pour définitif.
Oh, alors, fit monsieur Lefebvre, c'est encore mieux. Il est 7 heures du soir, il fait nuit et le temps est mauvais, mais vous partirez quand vous voudrez, mon cher Dumas. Du moment où vous n'êtes plus ici comme troisième clerc, vous y êtes comme ami, et en cette qualité, plus de temps vous y resterez, plus vous me ferez plaisir. Je saluai gracieusement monsieur Lefebvre et me retirai dans ma chambre. C'était une grande résolution, c'était un grand dessein arrêté. Désormais, mon avenir était à Paris, et j'étais décidé à tout faire au monde pour quitter la province. Je passai une partie de la nuit à rêver, et avant de m'endormir, mon plan fut fait.